54 degrés dans la vallée de la mort aux États-Unis, ce sont les températures les plus élevées depuis un siècle. Nous verrons dans ce journal comment le corps peut résister face à cette météo extrême. Bonsoir et merci de choisir RTL Info pour vous informer. Dans l'actualité de ce mardi, des agressions homophobes préméditées et encouragées sur les réseaux sociaux. Ce genre d'agression a augmenté de 30% en 5 ans, selon des chiffres RTL Info. Politique, le roi a nommé le président de l'OpenVLD pour relancer les discussions fédérales. Nous verrons pourquoi avec Laura Van Lerberg. Quelques dizaines de touristes belges privés de vacances en Grèce à cause du 15 août. Ils n'ont pas pu décoller aujourd'hui. Ils n'avaient pas passé de test Covid dans un délai suffisant. Dans ce journal, vous entendrez également le cri de détresse de Sharon Stone. 2 de ses proches sont morts du coronavirus. La comédienne s'en prend à Donald Trump. Rencontre également avec Delphine Boel. Elle évoque pour la première fois son sentiment depuis que la paternité du roi Albert a été reconnue. Un chiffre donc pour commencer ce RTL Info 19h qui ferait presque passer notre vague de chaleur pour une vaguelette. Il a fait plus de 54 degrés à l'ombre dans la vallée de la mort en Californie. Un record absolu de chaleur aux États-Unis depuis au moins un siècle. Mélanie Renda. Il n'avait plus fait aussi chaud aux États-Unis depuis 1913. 54,4 degrés enregistrés à l'ombre dans la vallée de la mort. C'est la 3e température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. On y est habitué parce qu'on vit ici depuis quelques années. Pour nous, ce n'est pas si difficile parce qu'il n'y a pas d'humidité. C'est une chaleur sèche, l'endroit est magnifique, il n'y a pas trop de touristes. J'espère qu'on va passer une bonne journée bien chaude. Ces températures caniculaires interviennent en pleine vague de chaleur dans le sud-ouest des États-Unis. Cet été, d'autres endroits du globe ont dû faire face à des températures extrêmes. Le mercure a dépassé les 50 degrés en Irak et au Koweït, un signe de plus du réchauffement de la planète pour les climatologues. Ce qui arrive avec le réchauffement climatique, c'est que nous avons une augmentation constante des températures. Chaque fois que nous avons une vague de chaleur, elle est plus chaude que les vagues précédentes. Le record du monde reste officiellement 56,7 degrés, enregistré il y a un peu plus d'un siècle. Record qui avait été lui aussi enregistré dans la vallée de la mort aux États-Unis. 54 degrés, une température extrême pour le corps humain. Nous avons voulu savoir à quoi cela correspondait. Et surtout, comment l'être humain pouvait résister à ce genre de chaleur? Réponse avec Claire Carozone et Bruno Spack. Ces dernières semaines en Belgique, les températures caniculaires de 38-39 degrés étaient déjà difficilement tenables. Alors 54 degrés, comment le corps humain fait-il pour s'adapter aux chaleurs extrêmes ? Vous avez deux mécanismes assez simples à comprendre qui sont le système de la pompe cardiaque qui permet de faire circuler les liquides potentiellement refroidissants de notre corps. C'est comme une voiture avec un radiateur, si vous voulez. Et donc vous avez cette pompe qui fait circuler le liquide, c'est le sang, qui à cette occasion devient un liquide refroidissant. Le sang est envoyé aux extrémités du corps, les mains, les pieds où les vaisseaux se dilatent. La chaleur transportée par le sang est alors transmise à la peau et évacuée par perspiration. Deuxième mécanisme de refroidissement, la transpiration. Les glandes sudoripares qui vont nous permettre d'évacuer de l'eau par la peau en très petite quantité de façon à ce que ça s'évapore. Alors pourquoi cette évaporation est importante? Parce que vous devez savoir que chaque fois qu'une goutte s'évapore dans l'air, elle emmène un peu de chaleur avec elle. Grâce à ces mécanismes, le corps est maintenu à sa température idéale, entre 37 et 38 degrés. Mais même s'il est très efficace, ce système a des limites. Dans un milieu à 54 degrés, impossible de tenir sur la durée. Si la température monte et que votre corps commence à monter à 38, 38,5, 39, 39,5, 40, vous allez envoyer de plus en plus de liquide refroidissant à l'extérieur, mais vous avez besoin de liquide pour vos tissus à l'intérieur aussi, vous ne pouvez pas tout mettre à l'extérieur, donc vous allez avoir des faillites d'organes. Dans les endroits les plus torrides de la planète, les populations sont capables de résister à de plus hautes températures que nous. Car le corps se modifie au contact quotidien de la chaleur, mais jusqu'à un certain point. On n'est pas fait pour ça. Les chameaux, les serpents, mais leur métabolisme ne sont pas les mêmes que les nôtres.
Au Japon, la chaleur dépasse les 40 degrés, des températures particulièrement élevées qui ont entraîné de nombreux décès. 53 personnes sont mortes au Japon d'un coup de chaud depuis le début de ce mois d'août. Évoquons à présent ce groupe de discussion sur les réseaux sociaux qui incite ses membres à agresser des homosexuels. Il regroupe 600 personnes en Flandre, mais le phénomène existe aussi à Bruxelles et en Wallonie. Attention, certaines images sont particulièrement violentes. Les agressions homophobes ont augmenté de 30% en 5 ans dans notre pays. Julie Mouvet avec Michel Herings. Des jeunes forcés de lécher les pieds de leurs agresseurs, violemment tabassés dans la rue ou obligés de s'excuser, genoux à terre, parce qu'ils sont homosexuels. Ce garçon de 16 ans a été l'une des victimes. Je vais te frapper plus tard. Tu vas dire désolé, dis désolé. Dis désolé. Mets-toi à genoux pour dire pardon. Dis pardon. Quand ils m'ont dit ça, j'étais très choqué. Je ne savais pas quoi faire. J'étais stressé, je me suis mis à genoux et j'ai dit pardon parce que ce sont des gars dangereux et vous ne voulez pas être frappés. J'ai maintenant très peur de marcher dans la rue. Les agressions homophobes ne sont pas rares dans notre pays. Elles auraient même augmenté de 30 à 35% ces 5 dernières années, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Malheureusement, on voit que s'il y a une acceptation, je dirais, intellectuelle, cérébrale de l'homosexualité, il y a quelque chose de viscéral qui fait que quand des personnes sont confrontées à des personnes homosexuelles, ça crée une forme de réaction de violence verbale ou de violence physique. Ces images ont été diffusées dans un groupe de discussion en ligne. La police a ouvert une enquête qualifiant ces agressions de crimes haineux. Pour incitation à la haine, la peine est d'1 mois à 1 an de prison, ainsi que 400 à 8 000 € d'amende. Sur les actes de haine, donc les coups et blessures notamment, le harcèlement, il y a ce qu'on appelle des circonstances aggravantes qui font que si le mobile, ce qu'on appelle le mobile abject, est reconnu, la peine peut être doublée. Le groupe de discussion a aujourd'hui disparu. Il comptait 600 membres qui appelaient à la violence envers les homosexuels. Un phénomène d'une telle ampleur n'aurait jamais eu lieu en Belgique auparavant. À présent, cette plainte introduite contre des policiers à Saint-Gilles en région bruxelloise. Au départ, 3 jeunes femmes victimes de remarques sexistes en rue. Elles demandent de l'aide à la police. La discussion avec les forces de l'ordre dégénère et 2 jeunes femmes ont été blessées. Mélanie Renda avec Pascal Noriega. Dans la nuit de samedi à dimanche, Mendy et Inaray quittent un bar de Saint-Gilles lorsque, en rue, elles sont victimes de remarques sexistes de la part d'un homme. Tandis qu'elles répliquent, des policiers passent en voiture. Les jeunes filles demandent leur renfort. La police est intervenue en disant qu'il fallait qu'on porte notre masque. Et elle l'a répété plusieurs fois. Du coup, à la fin, j'ai cherché mon masque, je lui ai dit que je ne le trouvais plus. Et du coup, elle m'a demandé ma carte d'identité et je lui ai dit que je ne trouvais pas ma carte d'identité. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle m'a pris par la nuque et elle m'a claqué contre la vitre du bar. Ces images filmées sur place témoignent de la tension lors de l'intervention. Une dizaine de policiers interviennent. Selon Mendy et Inaray, les agents étaient plus préoccupés par le non-port du masque que par le harcèlement sexiste dont elles venaient d'être victimes. Elles seront finalement emmenées au commissariat. Déjà dans la voiture, on se foutait de moi, je demandais le motif pour lequel j'étais embarqué et il me disait que vu la tenue dans laquelle j'étais, il fallait pas que je m'étonne de pourquoi je m'étais fait embarquer. Moi j'ai pas trouvé ça normal en fait, moi j'aurais voulu qu'on m'aide et pas qu'on me frappe en fait, et c'est tout ce que je demandais. De son côté, la police se justifie. Elle précise qu'un procès-verbal a bien été dressé à charge de l'homme qui a tenu des propos sexistes. Les 3 jeunes filles sentaient la boisson. Elles ne parvenaient pas à se calmer. Elles refusaient de décliner leur identité et de porter le masque. L'une d'entre elles a porté un coup à la policière. Un procès-verbal a aussi été dressé pour vol, car le téléphone de la policière a été retrouvé dans le sac à main d'une des jeunes filles. Une plainte a été déposée pour coups et blessures. Lors de l'intervention, l'une des jeunes femmes a eu le poignet cassé, un choc crânien et de multiples contusions. La mère de famille qui a laissé son enfant de 2 ans dans une chambre surchauffée mardi dernier à Malines reste en prison. L'enfant est décédé des suites de malnutrition et de déshydratation. La jeune femme de 22 ans est inculpée d'homicide involontaire. La chambre du conseil de Malines prolonge donc sa détention d'1 mois.
Politique, le roi Philippe demande au président de l'Open VLD de prendre une initiative pour former un gouvernement. C'est ce qui est ressorti des 2 jours de consultation au Palais Royal. Nous allons voir dans un instant pour quelles raisons il a été nommé et ce qu'il compte faire. Revenons d'abord sur les temps forts de cette journée politique, le nouveau ballet des présidents de parti. Laura Van Lerberg avec Steve Daman. Dès 9h du matin, ouverture des grilles du Palais Royal pour entamer un 2e tour des consultations. Et c'est le président de l'Open VLD, Egbert Lacarte, le premier à rentrer. Au total, 40 minutes de rencontre avec le roi, sans aucune déclaration à la sortie. C'est ensuite au tour de son homologue libéral francophone, Georges-Louis Boucher, de prendre le chemin vers le Palais Royal, à pied, muni de son masque belge. 45 minutes de rencontre avec le roi. Et à sa sortie, une réaction sur les récentes négociations des 2 préformateurs démissionnaires. Que ça fait plusieurs jours que tout le monde essaye de faire croire qu'il y en a un qui ment. Donc j'ai entendu les déclarations hier des préformateurs. Donc moi j'invite juste, soit tout le monde est bien calme et on arrête d'essayer de savoir qui a raison, qui a tort, soit il faut régler les choses et publier la note. Nous on n'a pas fait d'exclusive, on ne va pas le faire, mais on ne va pas se mentir non plus. C'est pas en attaquant des partenaires qu'on facilite la négociation. Ça, chacun doit assumer ses responsabilités. Le relais est ensuite pris par les écologistes avec l'un des coprésidents d'Écolo, Jean-Marc Nollet. Que la situation est grave, le stand est ernstig, zoals u weet het. Je pense qu'il y a des solutions. La présidente de Groen était ensuite attendue et c'est le parti Défi qui terminera ses 32 consultations à 13h. Pour son président, d'autres options doivent être sur la table pour la formation d'un gouvernement. Essayons de voir qui souhaite, sans réforme institutionnelle, en mettant complètement les réformes institutionnelles de côté pour l'instant, aller dans un gouvernement et gérer l'urgence. Début d'après-midi, le Palais Royal l'annonce, la démission de Bart de Wever et Paul Magnette est acceptée. Au tour du président de l'Open VLD, Egbert Lacarte, de former un nouveau gouvernement. Laura Van Lerberg, vous suivez la situation politique ce mardi pour RTL Info. Egbert Lacarte a réagi à sa nomination. Sait-on déjà ce qu'il compte faire et comment il va procéder ? Non, pas tout à fait. Ce que l'on sait, c'est qu'Egbert Lacarte n'a pas de titre officiel comme informateur, préformateur ou encore formateur. Il est simplement chargé de mission, c'est-à-dire qu'il doit prendre des initiatives pour la mise en place d'un gouvernement avec une majorité au Parlement. Cette mission devra se faire dans la plus grande discrétion. Tous les partis seront consultés, mais pas de priorité annoncée, ni même de programme défini selon la porte-parole du président de l'Open VLD. Cette mission s'étalera sur plusieurs semaines avec un rapport rendu au roi pour le 28 août. Plusieurs partis ont déjà réagi à cette nouvelle nomination. C'est le cas par exemple du socialiste Paul Magnette, ancien préformateur. Il se dit ouvert et disponible à la recherche d'une nouvelle solution. Pas de réaction du côté des nationalistes flamands. Est-ce que les libéraux parviendront à calmer les tensions des derniers jours avec les nationalistes flamands? Est-ce qu'ils trouveront des points d'entente avec la NVA? On en saura un peu plus d'ici quelques jours. Merci beaucoup Laura Van Lerberg. Et pour analyser cette nouvelle étape, nous sommes avec le politologue Dave Sinardet, en direct, politologue à l'Université flamande VUB. Bonjour Monsieur Sinardet. Cette nomination d'Egbert Lacarte, le patron de l'Open VLD, est-ce que finalement c'est une nomination qui est dans l'ordre logique des choses ? Oui, finalement, c'est assez logique, puisque l'Open VLD d'Egbert Lacarte est d'un côté la pièce manquante du puzzle PS-NVA, mais de l'autre aussi le parti qui peut ouvrir la voie à nouveau vers Vivaldi. On a aussi un peu parlé d'une possibilité d'un duo libéral-écologiste, après la déclaration commune des écolos et des libéraux la semaine dernière. Mais je crois que c'était quand même un peu difficile pour Egbert Lacarte de prendre une mission avec quelqu'un de Groen ou de écolo. Parce que ça donnerait quand même un peu trop l'image d'un vrai axe turquoise. Ça donnerait trop l'impression qu'il y a vraiment une entente entre ces deux partis, ce qui est quand même difficile pour l'aile droite de son parti. Alors, dans quel sens Egbert Lacarte devrait-il travailler en priorité? Est-ce que ce sera d'office avec la NVA?
Pas nécessairement, je crois. Je crois que, donc, effectivement, comme je disais, l'OpenVLD est nécessaire pour les deux formules les plus probables en ce moment. Mais je crois qu'on a aussi pu constater quand même que associer PS et NVA avec les libéraux, c'est quand même devenu très difficile. C'est pas un problème nécessairement pour trouver un accord entre la NVA et le PS. D'ailleurs, ça s'est passé ces dernières semaines. Mais on voit que quand on essaye de rajouter les libéraux, il y a un problème parce que pour eux, il n'y a rien dans un deal qui est socio-économiquement plus à gauche et sur le communautaire plus nationaliste. Et donc, il est plus logique quand même de réouvrir la voie vers Vivaldi. Je crois qu'il y a une ouverture, c'est Lachart pour ça aussi. Le seul problème là, ce sera que Lachart aura besoin de vraies concessions socio-économiques du PS pour pouvoir faire ce pas. Vivaldi, donc sans la NVA. Il y a un nouveau round de discussion avec Egbert Lackaert qui est attendu chez le roi pour le 28 août. Il reste un mois pour former un gouvernement. Est-ce que ce sera suffisant en termes de temps ? Ça peut être suffisant pour arriver finalement à un point où il y a des partis suffisants qui forment ensemble une majorité qui disent on veut former ensemble un gouvernement. Là, moi, ça devrait être suffisant pour quand même finalement arriver à ce point. Mais alors, on doit encore vraiment débuter la vraie négociation d'un gouvernement et arriver finalement à un accord. Et là, bien sûr, pour ça, quelques semaines ne seront probablement pas suffisantes, même si, et ça c'est le point positif, tant pour la formule associée PS et NVA que pour la formule Vivaldi, il y a déjà quand même des textes sur la table sur lesquels on a déjà travaillé assez longuement. Merci beaucoup pour cette analyse en direct d'Ève Sinardet. Notez également que cette nouvelle étape sera décortiquée demain à 7h50 sur Bel RTL. L'invité politique sera David Pestio, le vice-président du PTB. Il répondra en direct aux questions d'Antonio Solimando. Des dizaines de Belges qui devaient partir aujourd'hui en Grèce sont restés bloqués en Belgique. Pour aller en Grèce, il faut présenter un test Covid négatif de moins de 72 heures. Seulement voilà, il y a 72 heures, nous étions le 15 août, un jour férié. Certains ont donc passé le test vendredi, ce qui était en dehors du délai. Témoignage reçu via le bouton « Alertez-nous » de l'application RTL Info, développé par Aurélie Henneton, Thomas Decuper et Xavier Gérard. L'enregistrement, c'est là que le souci est détecté pour les passagers avec bagages. Pour ce groupe de copines, pas de départ pour Athènes, avec des tests effectués vendredi, trop tôt. On est toutes les 4 négatifs, mais le problème c'est qu'il y a plus que 72 heures à cause du week-end du 15 août. Et donc c'est insoluble ça, c'était ni vendredi ni lundi, donc notre vol il est caduc de toute façon à la base. C'est débile. Dégoûté, oui, parce que je trouve qu'ils auraient pu quand même essayer de faire une exception en se disant, oui, on sait bien qu'il y a le 15 août. C'est quand même très rigide du côté grec. À Charleroi, pas d'embarquement pour 50 passagers sur 2 vols. Même problème pour la famille Rossi, attendue pour un baptême en Grèce, Angélique et même la marraine. On essaie quand même de trouver une solution là, on ne va pas lâcher. Il y a une sorte d'incompréhension, c'est vraiment insensé. À la limite, si la Grèce était en zone verte, où elle était vraiment préservée, je comprendrais la crainte. Mais là, c'est vraiment, je comprends vraiment pas quoi. Noce de cristal réduite de 3 jours pour ce couple refoulé ce matin à l'aéroport de Bruxelles. Leur test était périmé de quelques heures. Ils n'ont pas trouvé de lieu de dépistage ouvert le 15 août. Déjà, nous avons payé les vols supplémentaires. Nous avons dû refaire un deuxième test pour le Covid. Ils interviennent sur un des tests, mais pas sur le deuxième. Et les nuitées de l'hôtel ici sont perdues. Donc nous avons introduit une plainte. Y aura-t-il un geste commercial? Réponse de leurs voyagistes. Ce test Covid est demandé par les autorités grecques. Nous avons, en tant que tour opérateur, un rôle d'informateur, ce que nous avons fait avec l'ensemble des passagers qui ont réservé un voyage vers la Grèce. Malheureusement, dans ce cas-ci, c'est la responsabilité des passagers. Ils devaient être en ordre. Départ vendredi pour ce couple. Après un second test et 3 jours de vacances perdues, la famille Rossi fera de même. Les 4 copines cherchent un plan B. Et attention, il y a du changement aussi pour les Belges qui voyagent en Suisse. À partir de jeudi, tous les Belges qui voudront se rendre en Suisse devront respecter une quarantaine de 10 jours et se signaler aux autorités suisses. La Belgique est désormais classée à risque par la Suisse. Voilà pour les départs. Un mot des retours maintenant avec un chiffre RTL Info. Depuis le 1er août, 620 000 formulaires ont été remplis par des touristes qui ont passé au moins 48 heures à l'étranger.
Et puis, à quoi sert ce formulaire? Pourquoi devez-vous le remplir? Et quels sont les contrôles? Réponse avec Claire Carozone et Bruno Spack. Après un voyage à Alicante en Espagne, Juan Moreno revient en Belgique début août. Il a rempli le formulaire de retour obligatoire et s'attend à des contrôles drastiques. Je me suis baladé dans tout l'aéroport, que ce soit ici à Zaventem ou dans la l'autre côté de ma famille qui se trouve à Murcia, dans la région qui est contaminée. Donc ils reviennent tous en voiture dans 15 jours. Et mon frère me dit, finalement, à quoi sert de le remplir? Je vais passer en voiture, si toi en avion on ne te le demande pas, qui te dit qu'à moi on va me le demander? Et on vient avec 2 voitures. Alors doit-on vraiment remplir ce formulaire? Oui, le SPF Santé est catégorique. Si vous avez séjourné plus de 48 heures à l'étranger, vous devez donner ces informations. Mais comme Juan, ne soyez pas étonnés, les contrôles ne sont pas systématiques, car le but de ces formulaires est surtout de garder un suivi. Ils sont recontactés effectivement quand ils arrivent en Belgique. Ils reçoivent un SMS s'ils viennent d'une zone rouge, les invitant à effectivement se mettre en quarantaine et à effectuer le frottis. Et ils reçoivent également un QR code qui leur permet d'aller faire le dépistage dans un des centres de dépistage. Si votre test est positif, les personnes avec qui vous avez voyagé et qui ont bien rempli le formulaire seront informées. Même chose dans l'autre sens. Vous avez voyagé avec une personne que vous ne connaissez pas mais qui elle est détectée positive également. Ça permet de savoir qu'elle a voyagé pas loin de vous et donc que vous êtes à un contact rapproché à risque. Autre exemple, si la zone dans laquelle vous avez voyagé change de couleur pendant votre trajet retour, vous êtes informé. Remplir le formulaire est donc crucial et dans tous les cas, vous n'êtes jamais à l'abri d'un contrôle à l'aéroport ou à la frontière. Un mot des derniers chiffres du coronavirus. Le nombre de nouveaux cas positifs continue à chuter. On dénombre en moyenne 532 nouveaux cas par jour sur les 7 derniers jours comptabilisés. C'est 14% de moins qu'une semaine plus tôt. Pour le moment, 339 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 à travers le pays, dont 60 en soins intensifs. De chiffres qui sont en hausse. La région bruxelloise compte à elle seule 750 nouveaux cas en une semaine. Mais ils sont répartis de manière très inégale entre les 19 communes. Les cas sont plus nombreux dans les quartiers moins favorisés. Y a-t-il une explication? Claire Sadzo, Guillaume Wills. La région bruxelloise désignée comme nouveau foyer est masquée dans l'ensemble de l'espace public. Pourtant, dans les nombres de contaminations, une zone se démarque. Le nord-ouest serait bien plus touché. Saint-Josse, commune la plus densément peuplée du pays, compte le plus de cas pour 100 000 habitants. Comment l'expliquer? Il y a de plus en plus de tests. Aujourd'hui, les tests sont élargis à la population et il est normal qu'il y ait plus de contamination dès lors. Deux, avec le taux le plus important de densité de population, le plus de jeunes, le plus d'oreca au mètre carré, il y a plus d'activité à Saint-Josse que dans d'autres communes. C'est aussi là peut-être que résident les explications. Avec 83 cas pour 100 000 habitants, Schaerbeek est le 4e mauvais élève du classement. La densité de population y est aussi très importante. Dans nos quartiers très denses, sont souvent aussi des familles précaires qui habitent dans des lieux petits, donc où il est difficile de rester tout le temps à l'intérieur. Et donc ça peut aussi expliquer certaines augmentations parfois de cas. Autre difficulté, la barrière de la langue. Certains habitants ne reçoivent pas suffisamment d'informations car ils ne parlent pas le français ni le néerlandais. Les communes doivent s'adapter. Nous travaillons avec les médias communautaires et nous travaillons dans toutes les langues pour toucher tous ces publics qui sont des niches, qui sont dans nos quartiers. La commune a décidé de faire tourner une voiture avec des haut-parleurs qui diffusent aussi ces messages de sensibilisation en 5 langues. Faut-il imposer le masque uniquement dans les communes plus touchées? Certains experts s'interrogent, mais prudence avec les chiffres. Impossible de savoir combien de personnes ont réalisé le test dans chaque commune. Et dans ce contexte, les secondes sessions ont commencé dans les hautes écoles et universités. À l'université de Namur, certains examens se déroulent sur place dans les auditoires, mais avec des mesures de sécurité qui permettent de lutter contre le virus et contre les tricheries. Fanny Dehaye et Damien Loumet. Bien sûr, tout le monde a un masque? Oui. Cette deuxième session est inédite pour les étudiants. Ils se dispersent dans l'auditoire en respectant les mesures de sécurité sanitaire.
Bras tendus pour se désinfecter les mains et masque devant la bouche qu'ils ne pourront enlever que 2 heures plus tard, à l'issue de l'épreuve. Là, ça allait encore, je trouve, mais c'est vrai qu'au niveau de la respiration, tout ça, voilà, c'est un peu contraignant, mais bon, voilà. En juin, tous les examens étaient organisés à distance. Pour ce rattrapage, 150 sur plusieurs milliers d'entre eux sont prévus en présentiel, ici, à l'université de Namur. Une possibilité devenue un luxe dans cette crise sanitaire. À distance, c'était vraiment un timing très très court pour beaucoup de questions, pour éviter les tricheries, etc. Donc on sait pas, c'était des QCM, etc. Alors qu'ici, normalement, ce cours-ci se donne avec des questions ouvertes. Et donc ici, on avait vraiment l'opportunité de répondre correctement aux questions avec le temps nécessaire. Quand il y a de la restitution à donner, c'est vrai que pouvoir être présent pour mieux contrôler la manière dont l'examen se passe permet de garantir moins de tricheries. Même constat du côté de ces professeurs, la présence de l'étudiant au sein des auditoires leur permet aussi d'être moins stressés par des problèmes techniques et de les rassurer. On maîtrise davantage l'environnement de l'examen, les conditions de l'examen, le temps qui est alloué aux étudiants. On peut aussi plus facilement faire des exceptions, comme ce fut le cas ici, donner 10 ou 15 minutes à un étudiant parce qu'il est arrivé en retard pour une raison légitime, bien sûr, ce qu'on ne peut pas faire avec un examen en ligne. À distance ou dans les facultés, ce sont les professeurs qui ont choisi la forme de leur examen. Et l'offre de train vers la côte sera de nouveau limitée le week-end prochain, c'est ce qu'annonce la SNCB. Les chemins de fer se sont notamment concertés avec les bourgmestres de la côte. L'offre reste limitée pour éviter la foule. Les vacanciers d'un jour peuvent consulter l'affluence de chaque plage en temps réel sur Internet. Votre RTL Info 19h se poursuit. Nous irons dans un instant aux États-Unis où la convention démocrate a débuté. Michelle Obama a pris la parole en vidéo. Sa cible, Donald Trump. Vous entendrez également Delphine Boel. L'artiste présente une nouvelle exposition en Belgique. Elle se livre aussi sur la paternité reconnue du roi Albert. Dans le monde, la pandémie de coronavirus a fait au moins 774 000 morts recensés. On approche maintenant les 22 millions de cas positifs testés et déclarés. C'est les États-Unis qui est le pays qui compte le plus de cas et de décès à travers le monde. Et d'ailleurs, une voix s'élève pour critiquer la gestion de la crise par le gouvernement américain. C'est celle de Sharon Stone. 2 de ses proches sont morts du Covid-19 et 2 autres sont encore malades. La comédienne s'en prend directement à Donald Trump. Amélie Schilt. Ma grand-mère est décédée du Covid et ma marraine est décédée du Covid. Ma sœur et son mari se battent pour leur vie et ma sœur ne va pas bien. Un cri d'alarme, un témoignage sans phare. Sur son compte Instagram, Sharon Stone dénonce le manque de moyens déployés aux États-Unis pour limiter la propagation du virus. Quand ils disent qu'il y a des tests pour tout le monde, ils mentent. Quand ils disent qu'il y a des tests pour les infirmières dans les hôpitaux, ils mentent. Les gens meurent et se battent pour leur vie parce qu'il n'y a que des mensonges. Sharon Stone n'hésite pas à partager le vécu de sa sœur Kelly, sévèrement atteinte par le coronavirus. Déjà fragilisée par une maladie auto-immune, elle a pourtant évité au maximum de sortir de chez elle, sauf pour se rendre à la pharmacie. Pour Sharon Stone, la politique de Donald Trump ne peut plus durer. Elle soutient ouvertement Joe Biden et sa colistière Kamala Harris. Avec des femmes au pouvoir, nous nous battrons pour nos familles. Nous nous battrons pour que les gens vivent. Et nous nous battrons pour que les gens soient testés. Parce que les seuls pays qui gèrent bien la crise sont ceux qui ont des femmes au pouvoir. Votez. Et quoi que vous fassiez, ne votez pas pour un tueur. Un message fort en pleine campagne électorale, relayé par une série de célébrités. Un autre appel anti-Trump a été lancé ce mardi, celui de Michelle Obama. L'ancienne première dame s'exprime par vidéo à la Convention démocrate qui doit désigner Joe Biden comme candidat. Elle n'est pas tendre avec l'actuel président américain, Amélie Schilt. Donald Trump n'est pas le bon président pour notre pays. Il a eu plus de temps que nécessaire pour faire ses preuves, mais il est clairement dépassé. Face caméra,
Michelle Obama dit tout le mal qu'elle pense du président sortant. À chaque fois qu'on se tourne vers cette Maison-Blanche pour trouver une direction ou du réconfort ou un semblant de stabilité, tout ce qu'on reçoit à la place, c'est le chaos, la division et un manque complet et total d'empathie. C'est la première fois qu'une ancienne première dame tient des propos si virulents à l'encontre d'un président en fonction. L'objectif de Michelle Obama, convaincre les Américains de voter pour Joe Biden, l'ancien vice-président de son époux. Si vous pensez que la situation ne peut pas être pire, croyez-moi, elle le peut et elle le sera si on ne change pas les choses avec cette élection. Pour avoir le moindre espoir de mettre fin à ce chaos, il faut voter pour Joe Biden, comme si nos vies en dépendaient. Michelle Obama n'est pas la seule icône américaine à mettre sa célébrité au service de Joe Biden. Hier soir, l'actrice Eva Longoria a joué les maîtresses de cérémonie de cette convention virtuelle inédite des démocrates, unis contre Donald Trump, malgré la distance imposée. Un homme de 56 ans, membre du Hezbollah, a été condamné par un tribunal international pour l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Hariri et 21 autres personnes avaient été tuées dans un attentat en 2005. 15 ans plus tard, le tribunal n'incrimine pas le Hezbollah en tant que tel. 3 autres accusés ont été acquittés. Le capitaine du bateau, à l'origine d'une marée noire sur l'île Maurice, a été arrêté. Son navire japonais s'était échoué sur un récif fin juillet. Environ 1000 tonnes de fioul s'étaient échappées du vraquier japonais. Delphine Boel expose ses œuvres en Belgique pour le moment. Elle en a profité pour se confier sur sa vie depuis janvier, depuis le moment où le roi Albert a reconnu qu'elle était bien sa fille. Cela a changé ma vie, explique-t-elle. Halima Mouansali. Tourmente, honte, coupable, ces mots en caractère sombre sont ceux de Delphine Boel. L'art, comme moyen d'exprimer ses souffrances cachées lors de son combat en justice pour être reconnue comme étant la fille d'Albert II. Je ne suis pas devenue célèbre grâce à mon talent artistique, mais plutôt parce que je représentais le linge sale d'Albert II. J'ai toujours été royaliste et j'ai constamment été traitée comme une ennemie de la monarchie. Accusée de vouloir démolir cette institution, j'en ai vraiment souffert. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Je ne me sens plus du tout honteuse, plutôt fière de moi maintenant. C'est tout sourire qu'elle s'affiche désormais après une longue bataille judiciaire qu'elle remporte en janvier dernier. Ça a véritablement changé ma vie, parce que je me sens prise plus au sérieux. Ensuite, parce que j'ai été entendue, et ça a fait toute la différence pour moi. Et puis, avoir une justice aussi saine en Belgique était extraordinaire. Et ça m'a vraiment donné de l'espoir à moi et à d'autres personnes. La Cour d'appel de Bruxelles doit statuer sur les conséquences légales de cette reconnaissance comme 4e enfant d'Albert II le 10 septembre prochain. Un nouveau genre d'arnaque sévit de plus en plus en Belgique, les arnaques par SMS. Vous recevez un message suspect vous invitant à cliquer sur un lien Internet. Vous avez été nombreux à nous montrer vos SMS frauduleux reçus via le bouton « Alertez-nous » d'RTLinfo.be. La police met en garde Nicolas Loïc, Redjepametage. Un SMS de Bipost avec un lien pour suivre votre colis. Un clic et surprise, vous devez payer 5,70 € de frais de port. Ce message n'est pas de Bipost, mais d'arnaqueurs très difficiles à repérer. Leur but, décrocher les informations de votre carte de crédit. Ces pirates peuvent aussi se faire passer pour une banque ou encore pour le service public fédéral finance. Christophe de Vilvoorde a bien failli leur répondre. Voici le SMS que j'ai reçu cette nuit. Quand je l'ouvre, on me dit que je dois encore payer un montant de plus ou moins 15 €. J'ai trouvé cela bizarre et je suis allé voir dans MyMinFin. Il se trouve que je n'ai aucune créance. Maureen, elle, reçoit un message de CardStop. Quelques indices lui permettent de découvrir la tricherie. CardStop n'envoie pas de message comme ça aux gens pour dire que la carte est bloquée, en plus en néerlandais, alors qu'il n'y a rien, entre guillemets, dans ma base de données qui pourrait faire penser que je suis néerlandophone ou autre. Un SMS dans la mauvaise langue.
Ghislain, lui, a repéré d'autres indices. J'ai reçu un SMS de la part d'un numéro inconnu m'invitant à me rendre sur le site de La Poste pour faire une mise à jour de ma signature électronique. Vu l'heure du message et les fautes d'orthographe, j'ai compris que ce sont des escrocs derrière ce message. La police met en garde, ces SMS vont se multiplier. Il y a des informations par rapport justement à une tentative qui pourrait arriver dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent de pirates qui vont essayer ou d'escrocs qui vont essayer de nous faire tomber dans le piège. Selon la police, 8 à 10% des Belges cliquent sur le lien quand ils reçoivent le SMS. Des nouvelles de Remco Evenepoel. Le cycliste ne devra pas être opéré. Il souffre d'une fracture du bassin et d'une contusion à l'épaule après sa chute samedi au Tour de Lombardie. Le champion a rassuré ses fans dans un message vidéo. Je voudrais remercier tous mes fans pour leur soutien. Je ne peux pas répondre à tous les messages parce qu'ils sont trop nombreux, mais je les ai tous lus et ça me touche beaucoup et me motive énormément. L'équipe et moi restons très positifs. Nous sommes déjà tournés vers la saison prochaine. On n'est pas pressés, donc on va reprendre calmement et se concentrer sur la suite. Je ferai tout ce qui est possible pour devenir un meilleur coureur, devenir plus performant qu'auparavant. Je vais tout faire pour revenir plus fort. Des nouvelles d'un autre cycliste, le néerlandais Fabio Jacobsen, qui avait chuté au Tour de Pologne après avoir été poussé par un concurrent. Il remercie les médecins et infirmiers, je cite, de lui avoir sauvé la vie. Il a pu rentrer chez lui aux Pays-Bas, il devra subir de nouvelles opérations. Football à présent, les demi-finales de la Ligue des Champions démarrent ce soir avec le premier des deux duels franco-allemands. Leipzig contre le PSG. Bonsoir Anne Ruet. Bonsoir Olivier. Vous serez bien sûr aux commandes de cette soirée foot sur Club RTL. Cette première demi-finale, elle est quand même inattendue et inédite. Et oui, au terme de cette rencontre, nous connaîtrons donc le premier finaliste de cette Champions League qui sera donc à coup sûr un finaliste inédit. Alors d'un côté, on a le Paris Saint-Germain avec ses stars Mbappé, Neymar, un club qui a une année particulière ici en 2020 parce qu'il fête ses 50 ans. Le club parisien a été fondé en août 1970, mais en 50 ans, pas de trophée de Ligue des Champions, ni même de finale, alors que c'est un objectif que s'étaient fixé les dirigeants. Et puis en face, on a cette attraction de cette saison, à savoir le club allemand de Leipzig, qui a une récente histoire. Le club a été créé en 2009 seulement. Son entraîneur, il a 33 ans. Il va battre ce soir un record de précocité. Donc ce sera très intéressant à suivre. Et vous l'avez dit, une saison historique à plus d'un titre. Un autre exemple, il n'y a pas de représentant espagnol ni anglais dans ce carré final. On n'avait plus vu ça depuis 24 ans, à savoir la saison 1996. C'est dire si c'est une saison tout à fait exceptionnelle que l'on partage en ce moment sur Club RTL. Et donc il reste 4 équipes, mais un seul Belge et il joue demain. Mais oui, parce qu'on parlait de surprise. Eh bien, il y en a une autre, c'est vrai, parce qu'on s'imaginait peut-être Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois ou Eden Hazard à ce stade de la compétition. Eh bien non, tous les espoirs belges reposent sur cet homme, Jason Denayer, avec son équipe de l'Olympique lyonnais, qui est un peu l'invité surprise aussi de cette compétition. Mais les Lyonnais peuvent se targuer d'avoir déjà battu tant Manchester City que la Juventus au stade précédent. Mais demain, il y a le l'ogre bavarois qui se présente face à eux, le Bayern de Munich, qui est la seule équipe encore en lice à avoir déjà remporté cette Ligue des Champions à 5 reprises même. On verra si cette expérience va servir dans ce sprint final. Ce qui est bien, c'est qu'on aura toutes les réponses à nos questions d'ici 5 jours, parce que la finale, c'est déjà prévu dimanche. Oui, et on suivra tout ça, bien sûr, avec vous. Merci beaucoup, Anne Ruet. Rendez-vous dans quelques minutes sur Club RTL et RTL Play. Ce sera à partir de 20h10. Toute l'équipe vous attend pour ce match, donc Leipzig-PSG. Un chiffre à retenir dans l'actualité de ce mardi, 54 degrés. C'est la température qu'il fait pour le moment dans la vallée de la mort aux États-Unis, un record depuis un siècle. Sur rtlinfo.be, vous verrez comment le corps peut s'adapter à ces températures extrêmes. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les prévisions météo de Vanessa Matagne arrivent dans un instant. Et puis, exclusif avec Tatiana Silva, nous parlerons notamment de Meghan Markle. Demain, 13h, Alix Bâtard. Belle soirée, à demain, 19h. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.